Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on vient d'apprendre à la faveur de cette canicule qui se poursuit, qui va encore continuer demain, Sébastien Chenu, que défendre la climatisation, c'est d'extrême droite. Ça, c'est la nouveauté du débat politique français. Oui, bon, c'est une dinguerie de plus. La proposition de Marine Le Pen sur la climatisation, c'est simplement une proposition de bon sens pour protéger les Français. Un gouvernement qui n'a évidemment encore rien anticipé. Un gouvernement qui se retrouve comme une poule devant un couteau quand arrive une vague de chaleur. Marine Le Pen, pour les années qui suivent, elle propose un grand plan de climatisation qui est économique, qui est aussi écologique en réalité, et qui répondra, on le pense, dans les EHPAD, dans les écoles, etc., à ce dérèglement climatique que nous ne nions pas. Et qui a été budgété, Sébastien Chenu, ça coûterait combien de climatiser toutes les écoles, tous les hôpitaux, tous les EHPAD qui est en voie de l'être, mais ça fera partie des engagements de Marine Le Pen, mais on ne peut pas ne pas avoir de réponse technique et simplement attendre, parce que ça coûte toujours beaucoup plus cher d'attendre, d'être mis devant le fait accompli, de courir après des solutions qui ne sont pas pérennes, que d'avoir un plan qu'on peut détailler et développer dans le temps, justement. Donc, les Verts, bien sûr. les Verts vous accablent, évidemment. Eux, ils demandent la végétalisation des centres urbains. C'est aussi au programme du RN ou pas? Non, mais on n'est jamais contre des plans de végétalisation ou des implantations d'arbres, mais ça ne suffit pas. La réalité, c'est qu'il faut des réponses très concrètes, très pratiques face à ces chaleurs qui vont revenir, ces vagues de chaleur auxquelles il va falloir s'habituer. Donc il faut avoir des réponses qui durent dans le temps. Et puis la végétalisation, c'est long, ça prend du temps. Non, autre cas dans l'actualité, et après je passe la parole à Gauthier Lebret, Rachel Kahn et Linda Ragnel qui sont là, c'est ce qui se passe en Algérie avec la confirmation de la condamnation à 5 ans de prison ferme pour notre compatriote Boualem Sansal, et puis ce journaliste, Monsieur Glaise, qui lui a été condamné à 7 ans ferme. La politique des otages, en fait, c'est aujourd'hui la politique du gouvernement algérien. On en est à attendre une éventuelle grâce du président Tebboune? Bien sûr, et on voit bien que le gouvernement algérien n'a strictement rien à faire de l'opinion publique mondiale et de sa propre image. Au contraire, je pense qu'ils vont de plus en plus loin et ridiculisent aussi par-delà la France, nos ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, le président de la République avec. Enfin, si la fameuse réponse graduée évoquée par Bruno Retailleau provoque ce type de retour, c'est-à-dire qu'en fait la France n'a rien fait, a attendu benoîtement, a supplié, a espéré que l'Algérie ferait un signe, eh bien aujourd'hui on voit le signe de l'Algérie, c'est un bras d'honneur et c'est de laisser croupir dans ses geôles un Français qui n'a rien fait, Boualem Sansal, qui n'a fait qu'écrire, qui n'a fait... Et un journaliste. Et un journaliste, aujourd'hui nous le voyons aussi. Il serait temps que le président de la République, dont c'est quand même la sphère, l'international, se réveille, entame un bras de fer avec l'Algérie. On va supporter ce piétinement combien de temps? Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous proposez, vous, le Rassemblement national? On a toujours été pour l'établissement d'un rapport de force. Vous savez, les relations internationales, c'est comme dans la vie, c'est souvent des rapports de force. Un rapport de force sur les visas, un rapport de force sur l'aide au développement. Il y a des leviers qu'il faut activer. Les transferts d'argent? Oui, les transferts d'argent aussi, et de la taxation de ceci. Rien n'a été activé. Les soins également, pour lesquels on accueille encore des dignitaires du régime. Je ne parle pas du président Tebboune lui-même, mais des gens du régime qui viennent se faire soigner en France. Donc on voit bien qu'il y a toute une palette à actionner, des leviers à actionner. Rien n'a été fait parce qu'en fait le gouvernement se dit si on est bien gentil avec l'Algérie, si on les bouscule pas trop, on n'aura pas trop de soucis ici. En fait c'est bien parce qu'ils ont la trouille. En fait le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a la trouille. Il pense que la diaspora algérienne ou franco-algérienne est forcément acquise à la politique de Tebboune. Et moi je ne crois pas ça. Je n'essentialise pas les Algériens et les franco-algériens qui sont dans notre pays d'ailleurs. Gauthier Lebret. Vous avez fait le choix, Sébastien Chenu, de ne pas censurer François Bayrou sur la motion de censure du Parti socialiste. Pourquoi sauver une nouvelle fois le Premier ministre? On ne le sauve pas, on lui donne un répit de quelques mois pour construire un budget qui intègre nos demandes. Parce qu'en fait, quand on a censuré Michel Barnier, on s'est posé une question. Qu'est-ce qu'on obtient et qu'est-ce qu'on évite pour les Français? Qu'est-ce qu'on évite? C'était la désindexation des retraites. On évitait de devoir entamer le pouvoir d'achat des retraités. Et puis qu'est-ce qu'on a obtenu? On avait obtenu la fin de l'augmentation des tarifs de l'électricité. On avait obtenu des choses, on en avait empêché certaines. Là, le problème, avec la motion de ce soir déposée par les socialistes, pour une fois, les socialistes osent, mais parce qu'il n'y a pas de risque, puisqu'on ne la vote pas de risque qu'elle puisse passer. Mais en fait, la réforme des retraites, elle ne disparaîtra pas, même si une motion de censure est votée ce soir. Rien ne disparaîtra.
Alors c'est intéressant sur la réforme des retraites parce que hier j'avais Jordan Bardella et il m'a pas dit qu'il fallait abroger la réforme des retraites à 64 ans pour revenir à 62. Quelle est la position du Rassemblement national? À quel âge on part à la retraite si vous arrivez demain à Matignon ou à l'Élysée? C'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est une réforme des retraites qui privilégie, j'allais dire, ceux qui travaillent dur et tôt, c'est-à-dire si vous avez vos 40 annuités, eh bien vous pouvez partir à partir de 60 ans, et puis après de façon progressive à partir de 62 ans avec 42 annuités. Ça, c'est. Mais vous revenez sur les 64 ans ou pas? Ah bah oui, bien sûr, puisque je vous parle de 62 ans. Ah, donc vous revenez sur les 64 ans? Bah oui, c'est notre programme, mais bien entendu. C'est là où on voit les différentes C'est une question de société. C'est une question de société. Et cette question de société, elle demande des financements différents, elle demande des choix budgétaires différents que ceux que nous voyons aujourd'hui. Mais comment vous faites avec toujours moins de cotisants et toujours plus de retraités? Mais c'est ça, la question de société. Ça veut dire qu'il faut, là aussi, activer des leviers qui n'ont pas été activés depuis longtemps. Par exemple, on pense qu'il faut qu'il y ait davantage de jeunes qui travaillent aujourd'hui, qui rentrent sur le marché du travail. Ça, c'est un choix politique fort. On pense qu'il faut soutenir une politique de la natalité. Ça, c'est un choix politique fort. Je vous rappelle que les politiques de la natalité, elles ont été détruites, déconstruites, abîmées, en particulier par la gauche, par François Hollande, durant les années passées. Mais de tout ça, évidemment, la réindustrialisation du pays, avoir des salaires avec de fortes valeurs ajoutées, des salaires qui fassent rentrer de la cotisation, pas des salaires de chauffeurs Uber ou de livreurs Deliveroo, parce que ce sont des emplois sans qualification forte, sans valeur ajoutée. Donc vous voyez, c'est un changement de paradigme. Nous, on ne voit pas la société de la même façon que Emmanuel Macron. On considère que la retraite pour les actifs, les Français qui travaillent dur, elle est un droit, elle est une nécessité. La retraite par répartition, nous y sommes attachés. Et pour le reste, nous voyons de toute façon la réforme d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, elle est injuste et elle coûte déjà de l'argent. Alors, est-ce que vous ne faites pas une fixette aussi sur Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur? On va écouter ce qu'il a répondu cet après-midi à l'Assemblée nationale, à l'interpellation d'une députée de votre parti, une tribune de Marine Le Pen aujourd'hui dans le Figaro. Pareil, on rajoute une couche sur le ministre de l'Intérieur, on l'écoute. Je vois que très régulièrement, très constamment, aujourd'hui et depuis ces dernières semaines, vous me gratifiez de nombreuses attaques. Et voyez-vous, j'y vois plutôt une marque d'intérêt. Comme on dit chez moi, on préfère faire envie que faire pitié, voyez. Et je veux bien être tenu pour responsable, mais simplement de mes propres décisions. Je suis arrivé et j'ai été nommé au ministère de l'Intérieur à l'automne 2024. Vous pensez qu'en quelques mois, sérieusement, monsieur le député, on peut tout inverser? Je ne le crois pas. Voilà pour la réponse de Bruno Retailleau. Sébastien Chenu. Juste avant, j'ai vu votre bandeau disant qu'on donnait 3 mois de répit à Bruno Retailleau. 3 mois de répit pour obtenir quelque chose au bénéfice des Français. Pas 3 mois de répit pour lui faire plaisir, pas 3 mois de répit parce que ça nous fait plaisir. 3 mois de répit jusqu'à la construction budgétaire. C'est quand même... À François Bayrou, vous donnez Bayrou. Oui. Oui, vous avez dit Bruno Retailleau. Pareillement. D'ailleurs, ils sont un peu liés. En réalité, ils sont très liés, et c'est ça qu'on reproche à Bruno Retailleau. C'est de faire croire aux Français, lorsqu'il est arrivé, qu'il allait prendre en main le dossier de la sécurité, en particulier celui de l'immigration, et avoir des résultats. Il ne pouvait pas les avoir. C'est impossible de les avoir puisqu'il n'a pas les leviers. Et quand il les a, il ne les utilise pas. C'est le cas sur les derniers chiffres qu'on a vus sur l'immigration. Il a régularisé, il a naturalisé davantage encore. Donc il n'y a pas d'effet Retailleau. Il ne peut pas y avoir d'effet Retailleau. Et dans ces cas-là, dire aux Français, je vais changer votre vie, je vais changer de paradigme, je vais inverser la courbe et la tendance, que ce soit en sécurité ou en immigration, c'est en réalité, sur le dos des Français, ajuster son propre agenda électoral. Et ça, c'est impardonnable. Parce que les Français, ils souffrent de tout ça. Ils souffrent de ces insécurités. Ils souffrent de cette autorité qui s'affaisse dans notre pays. Et certains, de bonne foi, on puisse dire Bruno Retailleau va changer la tendance. Il ne change pas la tendance, il ne l'inverse pas, il le savait depuis le début, et d'ailleurs il est déjà en marche arrière. Il suffit de regarder, il n'a eu aucun arbitrage favorable, Bruno Retailleau, depuis qu'il est arrivé. Les sorties scolaires voilées, le référendum sur l'immigration, les OQTF, enfin on peut en faire la liste. Toutes les semaines il ouvre un dossier, il n'a jamais d'arbitrage favorable, et donc il plie les Gaules, et il en ouvre un le lendemain. Sébastien Chenu, il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, et que dans ce contexte-là, c'est extrêmement compliqué de faire adopter une loi, un texte sur le sujet. D'accord. Alors faut pas dire aux Et donc Français, les moyens dont vous disposez, ça va être des circulaires, ça va être éventuellement des décrets, mais ça se limite évidemment à ça. Il n'a pas la totalité des moyens. Donc pourquoi faire croire l'inverse aux Français lorsqu'il est arrivé en leur faisant une belle chanson, en leur disant je vais changer tout ça, et deux, lorsqu'il a
les leviers. Il y a quelques leviers. Non seulement il ne les a pas utilisés, mais je viens de vous le dire, il a naturalisé davantage, il a donné davantage de droits d'asile. Les chiffres qui sont sortis dans le Figaro ce matin. Oui, les chiffres sont très mauvais. Il y a moins de titres de séjour longue durée délivrés, il y a plus d'expulsions, il y a plus de dégradation de titres de séjour. Plus d'expulsions, on n'est même pas revenu aux années Covid. Non mais à un moment, il faut être honnête. Mais par rapport à la situation N-1. Tout ça est extrêmement faible. Moins 26% d'admission exceptionnelle au séjour, moins 17% de naturalisation. Ça, c'est quand même le bilan de d'ailleurs, il y a un bonus, d'ailleurs, vous verrez, sur l'Algérie. On a accueilli encore davantage d'étrangers de nationalité algérienne sur notre... C'est probablement la réponse graduée, la riposte graduée de Bruno Retailleau. En réalité, Bruno Retailleau, c'est une illusion, c'est une escroquerie. Bon, un mot de Sébastien Delogu, qui est un député de la France Insoumise, qui s'est rendu à Alger. Peut-être que Rachel voulait poser une question à ce sujet. En tout cas, qui a dit qu'il embrassait le drapeau algérien. Rachel ? Oui, absolument. Sur les propos qui, personnellement, m'ont choqué de Delogu, et plus généralement, par ailleurs, du comportement de la France insoumise au sein de l'Assemblée. On voit aujourd'hui qu'avec ce genre de comportement et avec ce genre de propos, il y a une fracturation de la société jusqu'à cibler des citoyens dans le dos, et aujourd'hui des marques et des magasins comme Orpi ou comme Optical Center. Vous, quel est votre positionnement par rapport à ça et quelles sont vos idées, peut-être programmatiques, pour empêcher ce genre de choses? Mais on voit bien que, vous le dites d'ailleurs, Delogu est désavoué par la France Insoumise, parce qu'ils ont peut-être compris que cette fois-ci, il était allé un peu trop loin, même si la France Insoumise, à mon avis, n'a pas beaucoup de limites. La réalité, c'est qu'il flatte pour des raisons électoralistes des gens qui, dans notre pays, seraient susceptibles, parce qu'ils sont étrangers, de pouvoir grossir leur rang. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'avait exprimé lui-même, il a dit « ça ne sert plus à rien de s'adresser au petit peuple du monde du travail, il faut juste aller chercher les immigrés et les jeunes ». C'est ce qu'ils font en réalité. Ils envoient des messages et puis ils ont compris les choses. Ce gouvernement fait entrer 500 000 personnes par an dans notre pays. Ce gouvernement, pas la France Insoumise, ce gouvernement LR macroniste. Eh bien, ce gouvernement les naturalise ensuite, naturalise tous ces gens. Ce gouvernement en fait des Français. Mais la France Insoumise n'a plus qu'à en faire des électeurs, à les exciter à travers des phrases telles que « je suis Gaza »,« la police tue », etc. Évidemment, la France Insoumise utilise les faiblesses de ce gouvernement pour faire son beurre sur cette société qu'elle croit captive par essence. Moi, je crois qu'un autre projet, évidemment, est possible dans notre pays. Ça passe par les autorités, par rétablir les autorités dans l'éducation, dans la justice. Notre pays ne s'en sortira pas uniquement par l'économie, il ne pourra s'en sortir que par le rétablissement des autorités. Dernière question, Gauthier Lebret. Avec la polarisation qu'on connaît aujourd'hui dans le débat public, Sébastien Chenu, est-ce que vous pensez qu'à la fin, en 2027, il y a une possibilité que ça se termine entre vous et LFI? Que ce soit Marine Le Pen ou Bardella? C'est ce que je crois. Depuis le début, parce qu'en fait, ces deux forces politiques, d'abord, elles sont très lisibles, elles sont très compréhensibles, elles n'ont jamais gouverné et elles sont porteuses d'espoir. Alors moi, je suis ravi que nous, on incarne l'espoir pour beaucoup de Français qui se disent « avec eux, ça pourrait aller mieux », mais je sais que Jean-Luc Mélenchon incarne un espoir pour des citoyens dont je vous avais fait part, que j'ai décrit tout à l'heure. Et donc je pense qu'effectivement, ça peut être un face-à-face tel que celui-ci. On sera, nous, je crois, en capacité de répondre à ce choix des électeurs s'ils désignaient Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen. On sera la meilleure réponse. Ou contre Jordan Bardella. Ou contre Jordan Bardella. On sera l'antidote. On sera l'antidote à l'extrême gauche de notre pays, on sera le barrage, on sera la réponse républicaine. Est-ce que vous êtes sûr que l'élection présidentielle aura lieu en 2027 ? Est-ce qu'elle ne sera pas anticipée ? Je ne suis pas Madame Soleil, même si elle a exercé sur Europe 1 il y a bien longtemps. Mais en réalité, tout est possible avec ce président de la République qui ne voit jamais les choses à très longue échéance, qui voit les problèmes lorsqu'ils sont devant lui. Y compris une nouvelle dissolution ? Oui, mais Emmanuel Macron voit les problèmes lorsqu'ils sont devant lui. Aujourd'hui, il nous dit qu'il ne veut pas de dissolution. Si demain, le budget s'écroule, si la France bascule économiquement, si elle bascule sécuritairement, etc., il peut très bien dissoudre. Rien n'est impossible avec Emmanuel Macron, donc il faut se préparer sur le fond, sur la forme, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les programmes. Mais vous voulez une nouvelle dissolution, Sébastien Chenu, vous la demandez, cette nouvelle dissolution. Bien sûr, parce que le système, il est bloqué, on le voit aujourd'hui. Enfin, regardez ce qui s'est passé sur la loi audiovisuelle. En réalité, les arguties parlementaires font que lorsqu'un texte ne peut pas passer, eh bien, la technique parlementaire permet de s'en débarrasser. Bon, on voit que la machine est bloquée. Pour la débloquer, il faut demander aux Français de le faire.
Merci beaucoup Sébastien Chenu d'être venu ce soir dans Punchline. Merci Gauthier Lebret, 100% politique. Avec une grande page consacrée évidemment au conflit qui oppose la France et l'Algérie, 2 otages français dans les geôles algériennes. Bien sûr, merci Rachel Kahn. Merci Laurent. Et merci Louis de Ragnel. Dans un instant sur Europe 1, Pierre de Villeneuve qui reçoit Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Et puis sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend bien sûr avec ses débatteurs et son invité Estelle